Un groupe de héros se dirige vers la sombre forêt, en mission pour libérer leur terre natale. Chacun d'eux brandit une arme puissante connue sous le nom de Regalia, des armes qui confèrent des pouvoirs dépassant toute capacité humaine. Ainsi, ils sont parfaitement préparés à affronter les bêtes noires de la forêt. Cependant, dès leur arrivée sur place, le cocher est projeté au loin, disparaissant dans les airs après avoir été frappé par l'une des créatures. Sans perdre de temps, le reste du groupe passe à l'action et le chef, Stéphane, ordonne à tous de se mettre en formation et d'avancer directement vers le repère des bêtes. Le guerrier armé d'une épée courte commence à trancher les monstres devant lui grâce à sa technique du tourbillon. Pendant ce temps, Stéphane tranche la tête d'un énorme serpent d'un coup précis de sa lame. Cependant, même décapité, la serpent tente encore de le mordre, obligeant Alicia à réagir rapidement et à percer l'œil de la créature avec son épée, mettant ainsi fin à la menace. Jusqu'à présent, l'équipe s'en est bien sortie. Avec tous les monstres les plus faibles éliminés, ils s'enfoncent dans la caverne à la recherche du seigneur des bêtes du sud. Finalement, ils atteignent le centre de la caverne et tombent nez à nez avec Clévatis de la lumière lunaire. Et quand le monstre fait son entrée avec une aura palpitante, on sent déjà que ça va mal tourner. Tout le monde ressent l'intensité de la présence de la créature, mais Stéphane croit qu'avec le pouvoir de l'amitié, ils peuvent tout vaincre. Ouais, mieux vaut oublier ça. L'amitié ne va pas les sauver cette fois. Après avoir vu Clévatis repeindre les murs avec le sang de Stéphane, on se demande vraiment si ça vaut le coup d'être un héros. Malgré tout, le tank du groupe pense pouvoir faire mieux et saute en l'air pour attaquer la créature, mais il se fait décapiter presque aussitôt. Le reste du groupe commence à réaliser qu'ils n'ont aucune chance dans un combat direct, mais il est déjà trop tard pour battre en retraite ou se regrouper. Clévatis commence à les abattre un par un avec sa queue. Déconcertés, les héros ne comprennent pas comment ils se déplacent aussi vite. Jusqu'à ce qu'Alicia remarque que les attaques viennent de leurs ombres. Elle crie à tout le monde de sauter pour mettre de la distance entre eux et leurs propres reflets. Grâce à cette intuition, Alicia parvient à esquiver l'attaque et à survivre, mais les autres n'ont pas la même chance. L'un des héros survivants plante sa lance dans le sol et tente d'invoquer un golem de terre, mais il oublie que le sol est sous le contrôle de Clévatis. Ainsi, il n'arrive pas à maintenir l'invocation et plusieurs lances jaillissent du sol, transperçant son corps. Le manieur de lance tente de foncer de toutes ses forces contre Clévatis, mais pendant le combat, le monstre l'observe avec mépris, se demandant comment des créatures aussi faibles que les humains ont pu pénétrer sur son territoire. En peu de temps, il élimine le reste des héros. La seule survivante est Alicia, qui essaie de rester en vie en volant autour de la créature avec son épée. Elle parvient enfin à s'approcher suffisamment pour attaquer le visage de Clévatis et lui porter un coup direct. Même ainsi, son attaque la plus puissante égratigne à peine la peau du monstre. Clévatis, de son côté, reste absorbé dans ses pensées, essayant de comprendre pourquoi les humains ont décidé de l'attaquer, surtout après 1000 ans sans conflit entre eux. Puisqu'ils insistent pour le déranger, il en conclut qu'il va devoir trouver une solution plus définitive. Mais avant cela, il doit en finir avec Alicia. Il lui tranche alors les membres et la jette vers la mort. Quelque temps plus tard, Clévatis s'abat sur le royaume humain, consumé par la vengeance. Il aurait laissé les humains tranquilles s'ils n'avaient pas tenté de conquérir ces terres. D'après ce que les héros ont dit avant de mourir, ils avaient été envoyés par le roi de Raën. Clévatis doit donc avoir une petite conversation avec ce roi. Les archers du royaume sont alertés de la menace et se mettent rapidement en position, tirant des flèches sur Clévatis, ce qui, bien sûr, ne lui cause aucun dégât. Malgré tout, il continue d'attaquer comme si cela allait changer quelque chose. Au départ, Clévatis comptait ignorer les autres humains, mais puisqu'il le provoque, il les massacre sur son chemin jusqu'au château. Les gardes commencent à préparer le reste des défenses, lançant des catapultes contre lui, mais même cela n'a aucun effet. Clévatis traverse les murailles sans difficulté. À l'intérieur du château, un des gardes court prévenir le roi de l'attaque de Clévatis, mais le monarque a déjà entendu les grondements et comprend ce qui s'est passé. Ces héros ont échoué. Les armes de Raëm ne sont pas encore assez puissantes. Il comprend que Clévatis est probablement venu pour lui et ne voit aucun sens à fuir la créature qui le traquerait de toute façon. Même sur le point de mourir,
le roi décide de sceller la forge afin que les flammes de Rahem ne s'éteignent jamais. Pendant ce temps, Clévatise remarque que les humains du château sont bien plus faibles que ceux qu'il avait attaqués auparavant. Au début, il pensait que c'était par manque d'entraînement spécial, mais lorsqu'il est touché par des balistes faites de métal de Rahen, il commence à soupçonner que la force des héros venait de leurs armes. En y repensant, il se rend compte que, même si le coup d'Alicia n'a pas causé de dégâts significatifs, son épée a laissé une marque sur sa corne, ce qui ne devrait pas être possible. Même si les humains ne sont pour lui que des insectes, un insecte avec un dard peut tout de même être dangereux. Clévatise décide de découvrir le secret qui se cache derrière tout cela. Dans les profondeurs du château, le roi inspecte la forge de Rahen, mais les murs commencent à trembler. Il comprend que Clévatise est proche et se dépêche de sceller l'endroit. Quelques instants plus tard, Clévatise arrache le toit du château et, en apercevant le roi, le confronte directement. Le roi tente de garder son sang-froid et exige du respect, mais Clévatise l'interrompt, affirmant que, s'il le voulait, il pourrait exterminer toute la race humaine en un clin d'œil. Et pas seulement le peuple de Rahem, Clévatise pourrait facilement s'en prendre aussi aux habitants des royaumes voisins. Il aurait déjà pu tuer le roi depuis longtemps, mais il se rend compte que, même s'il le faisait, un autre roi finirait par apparaître et tenterait à nouveau de troubler ses terres. C'est pourquoi il décide de donner au roi de Rahen une seule chance de s'expliquer. Il veut comprendre pourquoi il a été attaqué, pourquoi ses héros ont été envoyés sur son territoire. Mais au lieu de présenter une justification raisonnable, le roi crache au visage de la créature, au sens figuré, en disant qu'une bête comme lui ne comprendrait jamais l'ambition humaine. C'était tout ce que Clévatise avait besoin d'entendre. Sans un mot de plus, il décapite le roi et commence à élaborer des plans pour éradiquer l'humanité du monde. Cependant, en quittant la ville détruite, Clévatise entend les pleurs d'un bébé. La mère de l'enfant avait été écrasée par des décombres, mais même face à cette scène tragique, Clévatise ne ressent pas la moindre empathie. Il tourne les talons et décide de continuer sa route. Mais alors, dans un dernier effort, la mère l'appelle et le supplie de sauver son enfant. L'audace de la femme le surprend. Il lui rappelle que c'est lui qui a apporté la ruine au royaume et qu'il est déterminé à exterminer tous les humains. Alors, pourquoi sauverait-il précisément un enfant humain? La mère comprend la haine de la créature, mais insiste, le bébé n'a rien fait de mal. Le mal des adultes ne doit pas retomber sur les innocents. Clévatise ne voit aucun intérêt à discuter de l'innocence d'un bébé. Pour lui, tous les humains se valent. Mais, par curiosité, il décide de jouer avec les mots. Il demande à la femme si elle est capable de prouver que l'enfant mérite d'être sauvé, sachant qu'elle va mourir et qu'il n'y a aucun moyen de convaincre le monstre. La femme jure que, s'il lui donne une chance, un jour il verra par lui-même la valeur de ce bébé. Peu après, elle meurt. Clévatise s'en va sans être ébranlé, mais, quelque temps plus tard, il revient. Quelque chose dans ses paroles est resté dans son esprit. Il ne sait pas encore si c'était une bonne décision, mais comparé à sa longue existence, la vie d'un enfant humain est insignifiante. Par curiosité, il décide de s'occuper d'elle. Dans la terre d'Etia, il existe 5 races humanoïdes. D'abord, les Dan, un peuple nombreux et habile en architecture. Ensuite, les Orgi, spécialistes de la chasse et de la médecine. Les Sladen, des êtres aquatiques habiles en natation et en pêche. Les Bent, des barbares forts individuellement, mais incapables de coopérer. Enfin, il y avait le royaume de Rahen, le plus ancien parmi les humanoïdes, connu pour sa maîtrise dans la forge d'armes, comme les légendaires lames de Rahen. Le monde s'étend au-delà d'Etia, mais ses frontières sont entourées par les ténèbres, le repère des bêtes noires et des 4 seigneurs des bêtes. L'un d'eux est Clévatis. C'est pourquoi les humains n'ont jamais osé franchir les limites du continent. De retour dans la caverne de Clévatis, il emmène le bébé avec lui. Après avoir effrayé les autres créatures pour qu'aucune n'ose le dévorer, il s'allonge à côté de l'enfant pour se reposer. Mais un nouveau dilemme se pose maintenant, que faire du bébé? Il peut transférer une partie de son énergie pour le maintenir en vie, mais l'enfant est couvert d'excréments, et cela dépasse ce qu'il est prêt à supporter. S'il veut garder le bébé en vie, il va avoir besoin d'un humain pour s'en occuper. Clévatis retourne alors sur le champ de bataille où les héros sont tombés. Parmi les corps, il trouve Alicia, qui se réveille soudain,
confuse, en regardant le ciel. Elle se demande si elle est dans l'au-delà. Mais en voyant Clévatis devant elle, elle comprend qu'elle est encore en vie, ou presque. Elle essaie de saisir son épée, mais Clévatis l'avertit qu'il a déjà ajouté toutes les armes avec les corps des autres héros dans l'abîme. La seule raison pour laquelle elle est encore là, c'est parce qu'il l'a jugée utile. Techniquement, Alicia est maintenant un cadavre ambulant, maintenu en vie uniquement par l'énergie noire qu'il a insufflée en elle. Mais, assez d'explications. Clévatis ordonne qu'elle se rende utile et lui demande quelque chose de très précis, du lait. Alicia met quelques secondes à comprendre ce qu'il demande, mais il ne plaisante pas et il ne demande pas, il ordonne. Il a besoin de lait, un point c'est tout. En utilisant ses pouvoirs, il force Alicia à obéir. Après plusieurs minutes de frustration, Clévatis se rend finalement compte que cela ne va pas marcher. Alicia explique qu'elle n'a jamais eu d'enfant et qu'elle ne peut donc pas produire de lait. De plus, elle ne comprend pas pourquoi Clévatis, parmi toutes les créatures, voudrait garder un bébé en vie. Il ne ressent pas le besoin de justifier ses raisons, mais si elle ne peut pas fournir de lait, elle devra se rendre utile d'une autre manière. Tant que Clévatis continue à nourrir l'enfant avec son énergie, elle ne mourra pas, mais restera éternellement affamée. Il demande alors s'il existe un autre moyen d'obtenir du lait. Sous l'influence de l'énergie sombre, Alicia ne peut pas désobéir. Elle dit qu'il aura besoin d'une femme allaitante et d'une nourrice pour nourrir le bébé. Mais, pour cela, il devrait se rendre dans une ville humaine et, avec son apparence actuelle, il provoquerait une panique immédiate. Face à cette situation, Clévatis décide de prendre une forme humaine pour s'infiltrer. N'ayant pas beaucoup d'options, il choisit de prendre l'apparence de la mère du bébé. Désormais, il s'appellera Crane, et le bébé sera nommé Luna. Crane ordonne à Alicia de le guider jusqu'au village le plus proche. Cependant, avant de partir, il doit faire une pause pour qu'elle puisse laver la couverture de Luna. Pendant le lavage, Alicia remarque quelque chose d'étrange. La couverture porte le blason royal de Raen brodé dessus. Pendant ce temps, dans les ruines de l'ancien royaume de Raen, la nouvelle de la tragédie s'est déjà répandue et un éclaireur est envoyé pour inspecter les décombres. Il n'arrive pas à croire qu'une seule bête sombre ait pu causer autant de destruction. Pour lui, c'est précisément la raison pour laquelle attaquer l'un des seigneurs des bêtes a toujours semblé être une idée suicidaire. Et le pire, c'est que l'attaque a eu lieu le même jour où la princesse héritière devait fuir le royaume avec son enfant. De retour à la rivière, Alicia confronte Crane et lui demande s'il savait que Luna appartenait à la famille royale lorsqu'il a décidé d'emmener le bébé. Crane répond qu'il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Alors, Alicia montre la couverture et explique que le tissu dans lequel Luna était enveloppée porte l'emblème royal, quelque chose que seuls les membres de la famille royale peuvent utiliser. En entendant cela, Crane commence à faire le lien et se rend compte que l'endroit où il a trouvé le bébé se trouvait sous les décombres du château. Donc, il est logique que Luna soit de sang royal. Mais, pour lui, cela ne change absolument rien à ses plans. Alicia insiste et demande ce qu'il voulait dire par « décombres du château ». Crane, sans détour, révèle qu'il a détruit le royaume de Raen et tué le roi la nuit précédente. Alicia est sous le choc. Elle n'arrive pas à croire que Raen a vraiment été anéanti, mais Crane hausse simplement les épaules et lui rappelle que ce sont les humains eux-mêmes qui ont commencé la guerre en attaquant les premiers. Pour lui, ce n'était qu'une riposte. Mais pour Alicia, c'est bien plus grave si Luna est vraiment le dernier membre vivant de la famille royale. Cela signifie que beaucoup de gens puissants vont le traquer. Ran, curieux, demande la raison. Alicia explique que seuls les membres de la royauté de Reden ont accès aux techniques spéciales de forge utilisées pour créer les légendaires armes de Reden. À cet instant même, elle se rend compte qu'elle en a trop dit. Crane n'avait pas vraiment réfléchi à l'avenir de Luna jusqu'à ce moment-là, mais maintenant qu'il connaît son importance, il commence à envisager sérieusement l'idée d'en faire le nouveau roi des humains. Ainsi, il pourrait tout contrôler dans l'ombré. Si jamais les humains dépassaient à nouveau les limites, il pourrait les anéantir complètement, sans aucune pitié. Mais, pour l'instant, la priorité reste de trouver du lait pour nourrir Luna. Crane ordonne alors à Alicia de se dépêcher. Alicia, de son côté, ne comprend toujours pas pourquoi il se soucie autant du bébé. Cependant, elle est absolument certaine d'une chose, si quelque chose arrive à Luna, Crane exterminera probablement tous les humains du continent.
Avec cela en tête, elle décide que sa nouvelle mission personnelle sera de s'assurer qu'aucun mal n'arrive à Luna. Pendant le voyage, ils sont attaqués par des bandits et Glenn reçoit un coup sur la tête. Au début, quand Alicia se rend compte qu'il ne s'agit que de simples bandits, elle pense qu'ils seraient des proies faciles pour le puissant seigneur des bêtes obscures. Malheureusement, Glenn s'effondre au sol après le coup et commence à saigner abondamment. En voyant cela, Alicia pousse un cri de fillette et finit par recevoir un coup à l'arrière de la tête, s'évanouissant. Elle est choquée de réaliser que, même avec le pouvoir obscur de Clévatès en elle, elle reste aussi faible. Un peu plus tard, Alicia se réveille avec la vision d'être entourée par ses soldats en route pour attaquer Klee. Avant qu'elle ne puisse s'installer dans ce parc d'attractions, Glenn la traite d'idiote et lui ordonne de se réveiller. À ce moment-là, elle revient à la réalité. Ils ont été capturés par les bandits. Glenn révèle cela avec un sourire aux lèvres. Il se trouve dans la charrette des bandits, où de nombreux autres captifs sont assis à côté de Glenn. Glenn tient la petite Luna dans ses bras avec un sourire serein, ce qui inquiète encore plus Alicia, qui ne comprend pas ce qui se passe. Elle remarque que Luna dort et demande comment Glenn a réussi à la calmer. Glenn explique que Luna pleurait il y a quelques instants, mais que maintenant tout va bien, car le voyage se passe tranquillement. Alicia s'approche de lui et chuchote, demandant pourquoi lui, l'un des rois démons les plus puissants qui ait jamais existé, s'est laissé capturer volontairement. Elle pense qu'en changeant d'apparence, Glenn a aussi vu sa force diminuer, c'est pourquoi il a été mis KO d'un seul coup. Glenn dit que sa supposition est proche de la vérité, mais pas tout à fait correcte. Il explique que la façon dont il a changé d'apparence a aussi rendu son corps aussi fragile que celui d'un humain, ce qu'il ignorait. C'est pourquoi, lorsqu'il a été surpris par un coup par derrière, il a été mis à terre. Essentiellement, le système de défense naturel de Glenn est maintenant affaibli, mais il peut encore se renforcer en utilisant ses pouvoirs. Alors, pourquoi Glenn n'a-t-il pas encore essayé de s'échapper de cette situation? Il répond que, maintenant déguisé en humain, il prévoit de garder ses véritables pouvoirs cachés jusqu'à ce que Luna devienne la prochaine reine. C'est pourquoi il laisse les événements suivre leur cours. De plus, Glenn souhaite en apprendre davantage sur le monde humain, notamment la raison pour laquelle ces pauvres gens ont été enlevés, et c'est pour cela qu'il a choisi de ne pas s'échapper. En réalisant à quel point Glenn est ignorant de tout, Alicia explique à cet idiot qu'eux et les autres ont été capturés par des bandits qui comptent probablement les vendre à des trafiquants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, Alicia demande à Glenn de ne pas juger les humains sur le comportement des bandits, affirmant qu'ils sont les pires parmi les humains. Peu après, la charrette arrive à la base des bandits et les captifs sont divisés en deux groupes, l'un avec les hommes et l'autre avec les femmes et les enfants. L'un des captifs tente de s'enfuir, mais le chef des bandits, Dan, se contente de sourire, sachant que ce fou vient de signer son arrêt de mort. Et il a raison, car quelques secondes plus tard, un autre bandit lance une dague dans le dos du fugitif, le tuant sur le coup. Après avoir éliminé le fauteur de troubles, Dan avertit les nouveaux captifs de ne pas commettre la même erreur, sinon ils connaîtront le même sort. Ensuite, il se tourne vers Alicia et lui dit qu'elle doit venir avec lui. Avant même qu'elle puisse répondre, il commence déjà à la traîner vers sa chambre, avec l'intention de découvrir ses plans. Glenn hésite sur ce qu'il doit faire lorsqu'une femme nommée Carm, qui semble être responsable du département des femmes et des bébés dans le réseau de trafic d'êtres humains, remarque qu'il est immobile. En voyant qu'il porte un nouveau-né dans les bras, Carm appelle sa servante, Nu, pour s'occuper de Luna. Le travail de Nu consiste à allaiter les bébés qui sont capturés. La base des bandits se trouve dans la carrière et, au fond du cratère, il y a un puits d'eau où, dans les profondeurs, repose une lame rouge légendaire. Cependant, cette lame est protégée par quelque chose de monstrueusement puissant. Quoi qu'il en soit, il semble que j'ai mal jugé le caractère de Dan, car il est révélé qu'il a simplement conduit Alicia jusqu'à Broco. Broco est le chef intérimaire du gang de bandits connu sous le nom de Crow, en l'absence du véritable chef, Jaza. Broco a apparemment usurpé la position de chef des Crows, mais personne n'ose protester à cause de sa bête de compagnie, Betty, qui est capable de déchiqueter n'importe qui. Alicia reconnaît cette créature comme un démon occidental et est surprise d'apprendre que Broco a réussi à l'adopter. Broco communique avec Betty, qui lui dit qu'elle veut jouer avec un humain de sexe masculin. Alors,
Brocco lui dit de se sentir libre de choisir l'un des deux bandits qui sont venus avec Alicia. Mais avant cela, Brocco révèle la véritable raison pour laquelle il a amené Alicia dans son bureau. Les bandits étaient en possession de tous les cristaux magiques qu'Alicia avait collectés à la base de Clen, et Brocco avait déjà identifié que ces cristaux provenaient du mont Moon, le repère de Clévatès. En observant les preuves et le fait qu'Alicia ne s'est pas urinée dessus en voyant Betty, la bête démoniaque, il conclut qu'elle est l'une des 3 héroïnes envoyées de Raiden pour vaincre Clévatès. Brocco suppose qu'Alicia se rendait à Eden avec le sac rempli de cristaux magiques. Puis il lâche la nouvelle dévastatrice, la capitale royale a déjà été détruite par Clévatès. Cependant, il affirme que ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour les corbeaux, révélant qu'il possède une lame rougeâtre, l'épée Manaridlar, que seule la royauté de Eden savait forger. Évidemment, l'épée de Brocco est une fausse et sa bande les vend à des idiots qui ne savent pas distinguer une copie d'un véritable artefact. Avec l'extinction de la famille royale, la valeur de ces épées va exploser et il y voit une grande opportunité de profit. Cependant, l'intérêt de Brocco va plus loin. Il souhaite trouver la version la plus pure de l'épée Ridlar, forgée par les rois de Eden et remise aux héros. Brocco croit que tous les autres héros ont été tués par Clévatès et qu'Alicia n'a survécu que parce qu'elle a abandonné ses compagnons. Il lui demande où se trouve son arme et où sont les armes des 12 autres héros éliminés. Comme Alicia refuse de répondre, Brocco ordonne à Dern et Satch de l'emmener jusqu'à la base de Clévatès pour aller chercher les trésors. Dern propose de l'emmener dans un autre endroit où ils enquêtaient déjà sur un autre trésor, mais Brocco insiste sur le plan initial. Il leur dit aussi qu'ils peuvent s'entraîner avec Alicia avant le voyage, afin de s'assurer qu'elle ne causera pas de problème en chemin. Pendant ce temps, Clint travaille comme serveur à la taverne des bandits, gérée par Carm. Beaucoup de bandits essaient de profiter de Carm et de Clint. En voyant cela, il ne peut s'empêcher de penser à quel point ces gens sont pourris. Nu, quant à elle, nourrit Luna avec le lait que le père de l'enfant a oublié d'apporter. Nu travaille aussi comme serveuse là-bas, étant souvent maltraitée par les clients, qui sont tous des bandits. Clint sert tout le monde avec patience et obéissance, et beaucoup sont même impressionnés par son dévouement. Cependant, Carm ressent quelque chose d'étrange. Tout le monde suppose que Clint est un ORC à cause de ses cornes, mais sa peau est bien trop claire et ses yeux ont l'éclat d'un assassin. 2 bandits commencent à abuser de Nu et l'entraînent pour s'amuser avec elle. Ils la violent toute la nuit et la laissent couverte de blessures et d'échymoses. Nu ne se plaint pas. Quand ils ont fini, elle retourne simplement à la taverne et continue de nourrir Luna. Les 2 bandits qui lui ont fait du mal commencent à se sentir faibles et étourdis, jusqu'à être littéralement effacés de l'existence. C'est Clint qui en est responsable, rendant justice à Nu. Quand elle revient pour nourrir Luna, elle trouve l'enfant dans les bras de Clint. Elle ne sait pas ce qu'il a fait aux 2 hommes et ne se soucie que de nourrir le bébé. Elle prend Luna et l'emmène dans un hangar pour l'allaiter. Clint s'assoit avec elle et lui demande de raconter son histoire. Il veut savoir si elle fait aussi partie des Crows et ce qu'ils font exactement. Nu hésite, mais Clint l'encourage à simplement continuer à parler. Elle révèle qu'elle a grandi à cet endroit. Sa seule identité est d'être membre des Crows. Elle n'a jamais connu son père et sa seule référence familiale était sa mère. Mais malgré tout, elle n'a jamais vu le visage de sa mère, seulement son dos. Elle savait que sa mère était une esclave parce qu'elle l'espionnait pendant qu'elle se faisait abuser par des hommes. Quand elle avait 12 ans, sa mère a disparu. Nu ne sait pas si elle est morte ou si elle s'est enfuie. Tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle dînait quand les hommes sont venus et l'ont battue. Dans les années qui ont suivi, sa vie est devenue un enfer. Elle a alors compris que sa mère avait été son bouclier tout ce temps. Elle se faisait battre tous les jours et a fini par vivre comme un animal jusqu'à ce qu'elle rencontre Carm. Carm lui a dit que si elle satisfaisait les hommes, ils arrêteraient de la blesser et seraient contents. Nu a décidé de suivre cette voie. Elle a appris à plaire aux hommes, même si elle n'était pas comme Carm. Mais sa vie s'est améliorée. Au moins, maintenant, elle avait un travail et pouvait nourrir les enfants grâce à son lait. Clint demande pourquoi elle a du lait si elle n'a pas d'enfant, et elle révèle qu'elle est tombée enceinte, mais que le bébé est né mort. Pendant qu'elle portait l'enfant, cela lui donnait l'espoir de rester en vie. Mais l'accouchement a été tragique. Quand elle a appris que le bébé était mort,
elle a eu l'impression de sombrer dans un monde glacé. Elle pensait qu'elle allait mourir et cela lui convenait. Elle s'est dit qu'en mourant, elle retrouverait son enfant. Mais alors, quelque chose a changé. Elle a ressenti de la chaleur, a ouvert les yeux et a vu un enfant d'environ 6 mois en train de téter son lait. Cela lui a donné une nouvelle raison de vivre. Elle a nourri ce bébé, puis d'autres sont venus, et elle les a nourris aussi. Voir les enfants vivre grâce à elle lui donne un sentiment d'accomplissement. Elle avoue qu'elle a essayé de tomber enceinte à nouveau 2 fois, mais n'y est jamais parvenue. Klein, en entendant tout cela, se lasse de la conversation et l'interrompt. Il lui demande si elle accepterait de venir avec lui comme nourrice de Luna. Il affirme qu'il n'a pas l'intention de l'emmener de force, mais qu'il ne voit pas non plus de raison de la laisser derrière. Et comme Luna aime bien Naru, ce serait un avantage pour Klein. Luna elle-même tape doucement sur le corps de Naru, comme si elle lui demandait de venir avec eux. Klein, alors, lui propose à nouveau le choix. Veut-elle le suivre comme nourrice de Luna ou préfère-t-elle rester là, permettant à ces salauds de faire d'elle ce qu'ils veulent? Naru reconnaît que c'est une proposition tentante. Cependant, il serait naïf d'accepter immédiatement, puisque, à ce qu'il semble, Klein est lui aussi un esclave. Elle dit qu'elle aurait aimé que ce soit différent, mais qu'elle ne peut pas le suivre. Sa justification est qu'il est lui aussi prisonnier de cette vie et qu'elle a encore d'autres enfants à nourrir et à garder en vie. Sur ce, elle lui rend Luna et s'en va. Pendant ce temps, les bandits emmènent Alicia jusqu'à un pont et lui disent de le traverser. Lorsqu'elle arrive au milieu du pont, elle s'arrête et regarde en bas. Il pense qu'elle envisage de sauter et se moque d'elle, disant qu'elle ne survivrait pas à la chute. Mais Alicia ne pense pas à se suicider, elle regarde la rivière en dessous et parvient à voir des pierres précieuses dans l'eau. Elle sait exactement ce que cela signifie. Avant qu'elle ne puisse exprimer ce qu'elle pensait, les bandits disent que c'est la rivière où le légendaire héros Kor est mort. Alicia reconnaît aussi immédiatement l'endroit. Alors, l'un des esclaves se porte volontaire pour entrer dans la rivière. Il dit que, s'il parvient à récupérer ce qu'ils veulent, lui et sa femme doivent être libérés. Sa femme l'encourage, rappelant aux bandits leurs promesses. Mais dès que l'homme saute dans l'eau, des monstres émergent et le dévorent devant tout le monde. Alicia savait que les bandits ne tiendraient pas parole. Cet endroit était connu sous le nom de El-Béchaste, une région infestée de monstres qui avaient envahi le monde il y a 300 ans après une grande inondation. Dans cette rivière est cachée l'épée légendaire, Arvanti. Les bandits voulaient que quelqu'un la récupère, mais c'est pratiquement impossible. Elle les traite de salauds, car ils savaient que le jeune homme allait mourir et n'avait même pas bien attaché la corde de sécurité. Ils la réprimandent, disant qu'elle n'est pas là pour donner des conseils. Et alors, l'homme chargé de la tabasser apparaît devant elle. Il s'appelle Pedo et il saute sur le pont avec des intentions répugnantes, disant qu'il va lui arracher ses vêtements et l'humilier. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Alicia se casse le poignet pour libérer sa main et s'empare de son épée. Ensuite, elle coupe la corde du pont et se jette dans le vide, plongeant dans l'abîme. Pendant sa chute, elle murmure pour elle-même, faisant confiance aux paroles de Klein, qui lui avait dit qu'elle ne mourrait pas. Et alors, la question reste, va-t-elle survivre? Le corps d'Alicia est complètement broyé et défiguré à cause de la chute. Les 2 bandits qui étaient au-dessus sont terrifiés à l'idée que Broco découvre ce qui s'est passé et se venge sur eux. C'est pourquoi ils décident de descendre là où elle est tombée pour vérifier si Alicia a vraiment quitté ce monde pour de bon. Pendant ce temps, Alicia reprend conscience et se rend compte que Klein l'a effectivement transformée en morte vivante. Pour l'instant, elle ne peut bouger que son œil gauche et est paralysée du cou vers le bas. Elle se demande si elle restera paralysée pour le reste de sa vie. Quoi qu'il en soit, elle décide de ne pas bouger d'un poil pour que les bandits pensent qu'elle est morte. Mais soudain, les vaisseaux sanguins près de ses yeux bougent tout seuls et forment le visage de Klein, ou Clévitesse, qui apparaît juste pour la traiter d'idiote parce qu'elle a perdu autant de sang. Alicia ne comprend pas ce que Klein fait là, ni pourquoi il a pris la forme d'un petit chien flottant. Klein explique que son apparence dépend de la quantité de sang magique présente dans le corps d'Alicia. Et comme elle lui est utile, Klein est prêt à forcer ce sang magique à entrer en elle, garantissant que, tant qu'elle aura ce sang,
elle se rétablira complètement, sauf pour les parties du corps qui se sont détachées de façon définitive. Face à cela, Alicia demande pourquoi il ne la soigne plus, et Glenn répond qu'il prend juste un moment avec elle parce qu'il veut qu'elle lui pose une question. Glenn informe qu'il a trouvé une nourrice pour Luna, une membre du groupe de bandits appelé Nu. Il admet que sa compréhension du monde humain est limitée, mais il pense que Nu est victime de harcèlement et d'abus, c'est pourquoi il lui a proposé de s'enfuir avec eux. Cependant, ce qui le perturbe le plus, c'est le fait que Nu ait refusé sa proposition sans hésiter une seconde. C'est cela qu'il n'arrive pas à comprendre. Il demande à Alicia pourquoi Nu préférerait rester dans cet enfer, et Alicia suggère peut-être que Nu les considère, Glenn et Luna, comme des esclaves, et que les esclaves n'ont pas le droit de partir. C'est pourquoi, lorsque Glenn a fait sa proposition, Nu n'a même pas envisagé qu'il puisse y avoir une réelle chance de s'échapper. Glenn comprend et demande ce qu'il doit faire pour la convaincre de partir avec lui. Alicia suggère que la manière la plus directe serait d'éliminer tous les bandits, mais Glenn refuse car cela compromettrait sa mission de rester sous couverture. Il ordonne donc à Alicia de le faire à sa place. L'idée est logique, car personne ne se douterait de quoi que ce soit si une héroïne comme elle exterminait un groupe de bandits. Alicia hésite, pensant qu'elle n'a pas ce qu'il faut, mais Glenn n'accepte pas un non comme réponse. Il est direct, elle doit accomplir la mission avant la prochaine fois que Luna aura faim. Après cela, il force tout le sang magique à retourner dans son corps, la faisant se tordre comme si elle dansait du breakdance et restaurant son corps à sa forme parfaite. Pendant ce temps, plusieurs bandits descendent et restent stupéfaits, confus et effrayés en voyant cette héroïne à moitié morte se relever avec une danse inexplicable. Alicia essaie de reprendre son souffle tout en ressentant des douleurs intenses à chaque fois que ses os brisés se ressoudent. Broco, le chef, n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il ordonne qu'on capture Alicia et qu'on lui brise les membres cette fois pour s'assurer qu'elle n'essaie plus de s'échapper. Quand le premier bandit s'approche, Alicia le laisse lui poignarder le bras sans réagir, juste pour ensuite lui donner un coup de poing, prenant son épée et son bandeau pour les yeux avant. Avec cette épée, elle coupe ses propres chaînes et met le bandeau sur son œil, se préparant pour le combat. Pendant ce temps, Glenn cherche à nouveau Nu, promettant à Luna que cette fois, elle convaincra la jeune fille de devenir sa nourrice. Si Luna s'inquiète pour Alicia, Glenn la rassure en disant que l'héroïne s'en sortira, puisqu'elle est la seule humaine à avoir réussi à égratigner ses cornes pendant le combat. Ailleurs, Carm réprimande Nu de ne pas avoir nettoyé le désordre dans la cuisine. Elle remarque que Nu est étrangement joyeuse, même après avoir été agressée, et soupçonne que quelque chose s'est passé. Nu répond qu'elle est simplement curieuse de savoir comment est le monde dehors, puisqu'elle n'a jamais quitté cet enfer depuis sa naissance. Carm commence à soupçonner qu'elle veut s'enfuir, mais Nu affirme que non, que c'est juste de la curiosité. De façon naïve, elle finit par révéler que quelqu'un lui a offert cette opportunité et admet, sans aucune pression, qu'il s'agissait d'un esclave. Broco entend la conversation et, avant qu'il ne puisse agir, Carm le fait. Elle donne une gifle à Nu rien que pour avoir pensé à partir d'ici avant elle. Broco entre dans la pièce et demande où est le bébé, laissant clairement entendre qu'il compte utiliser Luna pour un but futur. Ensuite, il ordonne à Nu de venir avec lui et Carm comprend immédiatement qu'il a l'intention de la punir. Mais que pouvait-elle faire? Elle ne peut pas affronter le chef. Alors, elle reste simplement là, tremblant de peur. Quand Broco et Nu disparaissent de sa vue, Carm soupire et se demande comment les bébés seront nourris maintenant, suggérant que Broco a l'intention de tuer Nu. Glenn apparaît en tenant Luna dans ses bras et Carm suppose aussitôt qu'il veut que Nu nourrisse le bébé. Déjà irrité et de mauvaise humeur, Carm dit à Glenn que plus personne ne peut nourrir l'enfant, car Nu a commis une faute grave, elle a rêvé de quelque chose d'impossible. Glenn exige que Carm soit plus précisée, en la fixant avec les yeux d'une créature terrifiante, Carm se sent obligée de tout raconter. Elle dit que Broco n'a pas de bonnes intentions envers Nu, même si elle-même n'en est pas certaine. Quand Carm a vu Broco emmener Nu au loin, elle a soupçonné que quelque chose n'allait pas, et elle avait raison. Broco emmène Nu jusqu'à une grotte. En y entrant, elle est stupéfaite par ce qu'elle voit. Bien qu'elle soit née parmi les corbeaux et ait vécu avec le toute sa vie, elle n'était jamais venue ici. Quand elle demande ce qu'est cet endroit, Broco explique que c'est là qu'il fabrique ses minerais magiques, qui ont de nombreuses utilités. D'ailleurs,
La lampe qu'il tient dans ses mains a été créée à partir de l'un d'eux. Il l'emmène encore plus loin, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un crâne humain. Alarmée, elle l'interroge, mais il lui dit que ce n'est pas un crâne humain. Soudain, la lumière s'éteint. Elle l'appelle, disant qu'elle ne voit rien, et il lui répond que c'était une erreur, promettant de rallumer la lumière. Quand la lumière revient, il voit un troll devant elle, appelé Betty. Elle pousse un cri de peur, mais il n'y a personne pour l'aider. Broco explique que le troll est contrôlé par la magie et affirme que les corbeaux forment une équipe fondée sur la confiance. Comme Nu a envisagé de quitter le groupe, elle a brisé cette confiance et personne n'a le droit de partir. C'est pourquoi la punition est la mort. Il ordonne à Betty de la dévorer. Nu tente de s'enfuir, tend les mains et, désespérée, regrette de ne pas avoir accepté l'aide de Clem plus tôt. Elle tend les bras dans l'espoir que cette main tendue par Clem réapparaisse. Mais rien ne se passe jusqu'au moment où elle entre dans la gueule du monstre. Au moment où le troll l'avale, Clem arrive et Luna se met à pleurer bruyamment. Clem commente alors que manger et être mangé est au cœur de la nature humaine. Même les démons ont besoin de se nourrir, alors imaginez les monstres. Il ne blâme pas le troll d'avoir mangé Nu, seulement lui-même d'être arrivé trop tard. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment un troll peut se laisser contrôler par un simple humain, surtout quelqu'un d'aussi petit que Broco. Broco, agacé d'être remis en question par un enfant, accuse Clem de vouloir mourir et ordonne à Betty de les dévorer, lui et le bébé aussi. Cependant, Betty reconnaît son véritable maître. Malgré l'ordre, le troll refuse d'obéir à Broco. Se sentant étouffée par Nu, qu'elle venait d'avaler, Betty recrache son corps. Nu réapparaît blessée, une partie de son corps est brisée, mais elle respire encore faiblement. Clem sent qu'il pourrait la ranimer, mais il y a quelque chose de plus urgent, Broco. Il dit à Luna que seule elle pourra réconforter Nu, puis il pose le bébé sur les restes de Nu et invoque une corne magique pour les emmener. Elles disparaissent en un instant, laissant Broco complètement choqué par la puissance à laquelle il vient d'assister. Il accuse Clem d'avoir utilisé de la magie. Clem, curieux, dit qu'il ne sait même pas ce qu'est la magie, puis il essaie d'expliquer. Il prend un minerai magique et révèle les éléments qui y sont entrés pour former son essence. Il révèle que sa lampe contient un minerai magique qui lui permet de contrôler les trolls et d'autres créatures, bien qu'à ce jour il ne parvienne à contrôler que les trolls femelles. Comme son influence sur Betty s'affaiblit, il lâche le minerai. L'odeur qui se répand domine toute la zone et Betty retombe sous son contrôle. Même Clem ressent un mauvais pressentiment émanant du minerai. Betty, furieuse, tente de l'attaquer même enchaînée, mais il esquive. Clem se rend compte qu'il en sait peu sur les humains et que, pour cette raison, il n'arrive pas à prévoir leur comportement. Il se fâche contre Alice de ne jamais lui avoir parlé des minerais magiques. Pendant ce temps, Betty essaie de se repérer au milieu des bandits. Ils sont nombreux et elle a du mal à tous les gérer. Elle se souvient de l'époque où elle s'entraînait avec son père quand elle était encore petite. Il lui avait dit que son coup était faible parce qu'elle hésitait à attaquer et qu'elle ne devrait jamais faire ça. Son père lui avait appris qu'hésiter révélait la peur à l'ennemi, ce qui la ferait perdre son sang-froid et le combat. Maintenant, elle se sent dépassée. Il y a trop d'ennemis, sa mana s'épuise et elle dépend du sang de Clave, qui, bien qu'il lui donne de la puissance, l'affaiblit aussi plus rapidement. Elle a besoin d'une meilleure arme ou elle sera vaincue. Elle décide de courir vers la rivière, où elle pense pouvoir trouver l'arme légendaire du héros, Arventi. En courant, elle réfléchit à ce qui lui arrivera si elle est capturée. Elle sait qu'elle sera soumise à des horreurs. Les bandits, voyant son mouvement, pensent qu'elle va se jeter dans la rivière. Personne n'a survécu là-bas depuis 300 ans. Mais ils se trompent. Elle n'a pas l'intention de se jeter. Elle saute au-dessus de l'eau et atteint l'échafaudage de l'autre côté. Quand les bandits réalisent qu'elle n'a pas sauté dans la rivière, ils essaient de la suivre. Cependant, en atteignant le sommet, elle coupe l'échafaudage et la plupart d'entre eux tombent dans l'eau, se faisant dévorer par les monstres du fleuve. Au milieu du chaos, ils se rendent compte qu'elle a disparu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Alicia est immergée. Contrairement aux héros du passé, elle a un avantage, elle ne peut pas suffoquer. Elle a préparé sa respiration avant de sauter et compte rester invisible au monstre pendant qu'elle coule au fond du fleuve, là où l'arme légendaire l'attend. Mais va-t-elle y arriver ? Le lendemain, Clive décide de confisquer l'épée magique d'Alicia, prétextant qu'elle attire beaucoup trop l'attention.
Son ombre engloutit l'épée, ce qui dévaste Alicia, mais il lui dit qu'il la lui rendra quand le besoin s'en fera sentir. Par conséquent, elle devrait au moins être reconnaissante qu'il ne l'ait pas jetée. À ce moment, Neo apparaît et commande que Cleve utilise des sorts bien étranges. Il lui demande alors si elle a déjà préparé tout ce dont ils ont besoin pour le voyage, et la fillette, toute joyeuse, montre qu'elle a tout pris, y compris des vêtements neufs pour Luna. Alicia est surprise et demande si les bagages ne sont pas trop lourds pour Neo, mais la petite fille répond qu'ils sont très légers. Alicia commence alors à se demander si Cleve n'aurait pas remplacé des parties du corps de Neo par celles des bandits pour lui donner plus de force. Soudainement, Neo propose de porter l'épée et l'armure d'Alicia si cette dernière le désire, mais Alicia lui répond qu'elle n'a malheureusement plus d'épée. Neo se souvient alors d'une fois où Carmel lui a dit que Rock gardait plein de bonnes choses dans son bureau et Alicia supplie immédiatement Cleve de lui donner au moins une épée. Il accepte, vu qu'elle est quasiment sans défense et inutile sans une arme, et Alicia se précipite alors vers le bureau des bandits. Entre-temps, Cleve et Neo se dirigent tous les deux en direction du portail. Il lui demande si elle ressent une certaine nostalgie à l'idée de quitter cet endroit, et Neo répond qu'elle n'en a pas de bons souvenirs, mais que c'est là qu'elle a vécu avec sa mère, alors le voir vide la rend un peu triste. Elle déclare que la seule personne qu'elle souhaiterait voir avant de s'en aller est Carmel, mais que cela soulèverait trop de doutes étant donné son apparence actuelle. Cleve devient curieux à propos de Carmel quand soudain, un individu lui tombe dessus du ciel en criant qu'il a trouvé l'homme qui utilise une magie étrange. Pendant ce temps, Alicia arrive au bureau de Rock et commence à fouiller le secrétaire. Elle prend son argent et trouve ensuite une armure de cuir fétichiste sur la table. Elle se sent dégoûtée rien qu'à l'idée de tout ce que cette armure a pu traverser, mais elle décide de l'enfiler quand même, car elle la protégera lors d'une bataille. Immédiatement après, elle découvre une bonne épée. Cependant, au moment où elle s'apprête à repartir, Cleve traverse le mur d'à côté, atterrissant en catastrophe. Alicia, effrayée, demande ce qui se passe, mais il ne peut que se plaindre de la faiblesse de son corps actuel. Ensuite, l'agresseur entre et Alicia remarque immédiatement qu'il est puissant. Elle se prépare à combattre, mais l'homme attaque le premier. Alicia réussit à esquiver complètement son coup de pied, mais subit tout de même une coupure au visage, réalisant qu'il n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. L'homme remarque aussi qu'Alicia est forte et continue de lui donner des coups de pied depuis les airs, la forçant à reculer. Cependant, cela ne suffit pas à la vaincre. Il prend alors ses distances et déclenche une puissante attaque sonique qui la projette violemment dans les airs, la faisant traverser le toit. L'homme sort du bâtiment pour la finir, mais il précise qu'il n'est intéressé que par le magicien. Il lui promet de la laisser en paix si elle cesse de se battre à cet instant précis. Cela rend Alicia furieuse, car elle est une héroïne et personne ne doit la sous-estimer. Elle décide d'utiliser son coup spécial et demande à Cleve son épée magique. Par la suite, elle s'efforce de vider son esprit, redirigeant ainsi tous ses points d'intelligence vers l'offensive. Son épée perd sa rigidité et se transforme, devenant malléable. L'adversaire ne parvient pas à réagir à temps tandis qu'Alicia s'approche à une vitesse impressionnante. Juste au moment où elle s'apprête à lui briser la mâchoire d'un coup, Cleve l'interrompt d'une simple injonction. Elle est toujours bloquée dans son état d'esprit vide, alors il la ramène à la réalité avec une petite tape sur la tête. Il lui dit qu'attaquer dans cet état aurait été sa plus grande erreur, car une seconde avant l'attaque, le coup de pied de l'ennemi aurait complètement pulvérisé son corps. Ce n'est qu'à ce moment qu'Alicia prend conscience du danger. Cleve révèle qu'ils ne sont pas des ennemis, et que l'attaque de cet homme était en fait due à un malentendu. L'agresseur commence à se calmer et exige de Cleve qu'il clarifie toute la situation s'il souhaite rester en vie. Il reste méfiant et fait remarquer que Neo a une odeur de troll des montagnes, ce à quoi elle répond que c'est probablement parce qu'elle a été avalée par un. L'homme explique alors qu'il a reçu des informations selon lesquelles un mage contrôlait un troll des montagnes avec de la magie. Il est venu régler le problème, mais a trouvé le troll mort avec des parties de son corps manquantes et a supposé que Cleve l'avait tué, n'ayant pas réussi à le contrôler. Cleve comprend ce qui s'est passé et envoie rapidement Neo et Luna en lieu sûr avant toute autre chose. Alicia demande s'il est nécessaire de les protéger, mais Cleve préfère qu'elle reste, car l'homme devant eux est en réalité une bête sombre dissimulée. Alicia est choquée par cette révélation et Cleve lui explique que l'illusion magique est si puissante que même lui n'arrive pas à voir sa vraie forme. Le seul qui en serait capable est le seigneur démon de l'Ouest, Zafir. Alicia panique en entendant ce nom et Cleve commente que lui et Zafir ne s'entendent pas très bien. L'homme demande comment Cleve sait tout cela, et ce dernier prétend être un serviteur du seigneur démon Clevitus, car il ne veut pas que l'on découvre sa véritable identité. L'homme le croit et dit que, même si leurs maîtres ne sont pas amis, ils ont tous les deux le même objectif. Il prend alors sa véritable forme, celle d'un gigantesque oiseau démoniaque, et se présente sous le nom de Garth, serviteur du seigneur démon de l'Ouest.
Garth prétend avoir appris que Clevitus a récemment anéanti un royaume humain, et que même Zafir est en train de fomenter une attaque majeure contre la race humaine. Pour prouver qu'il est une bête de l'ombre, Cleve montre un de ses tentacules. Garth, satisfait de la réponse de Cleve, reprend alors sa forme humaine, déclarant qu'ils n'ont désormais plus aucune raison de se battre. Cependant, Alicia, en son fort intérieur, est saisie de panique, réalisant que Cleve n'est pas la seule bête sombre capable de se transformer en humain et de dialoguer comme telle. Elle se met alors à craindre pour le destin de l'humanité, s'imaginant que s'il en existe d'autres comme eux, tout est perdu. Cependant, Cleve lui demande d'arrêter de trop réfléchir, expliquant que seules quelques rares bêtes obscures de haut niveau possèdent cette capacité et qu'elles n'interagissent jamais avec les humains sans une très bonne raison. Garth confirme l'explication et en profite pour interroger Cleve sur la présence à ses côtés d'une héroïne, une adversaire naturelle des démons. Cleve réplique que, bien qu'Alicia soit une héroïne, elle est à présent sa servante et ne peut désobéir à ses ordres. Il déclare que sa mission est d'étudier les espèces humanoïdes, et qu'Alicia, Luna et Neo sont des outils qui l'aideront à cet égard. Il refuse d'en révéler davantage. Garth accepte, mais précise que si quelqu'un entrave sa mission, il tuera sans hésitation, même si ce sont les serviteurs de Cleve. Celui-ci lui répond à son tour que Garth échouera et l'interroge ensuite sur la raison de sa présence. Alors pourquoi Zafir cherche-t-il à attaquer les humains, lui qui jouit d'une si bonne réputation parmi eux, au point d'être vénéré comme un dieu par les ogres et d'autres créatures? Garth explique que, il y a 3 jours de cela, alors qu'il effectuait une patrouille dans les vastes forêts de l'Ouest, il a aperçu d'étranges bêtes sombres, visiblement en quête de leurs petits introuvables. Là, il a trouvé une fiole de potion qui n'aurait pu être laissée que par des humains. Il a présenté la preuve à Zafir, lui faisant savoir que plusieurs petits de bêtes sombres avaient disparu, vraisemblablement enlevés par des humains. Cela a mis Zafir en rage, le poussant à l'envoyer personnellement enquêter sur cette affaire, car si ces faits étaient avérés, l'humanité devrait être purement et simplement éliminée. Cleve est surpris que Zafir ait fait cette découverte avant lui et révèle à Garth que le problème pourrait en fait être encore plus profond. Il dit avoir parlé à une femme, ou plutôt l'avoir terrorisée jusqu'à ce qu'elle avoue pour une certaine Carmel. Elle a raconté que les femmes de la région n'étaient pas censées tomber enceintes, et quand cela arrivait, des hommes effrayants en cape noire apparaissaient pour acheter les bébés, parlant de talents et d'autres choses. Il a ensuite découvert que les enfants de Neo n'étaient pas morts-nés, mais qu'ils avaient été assassinés par Carmel, qui craignait de les voir vendus et voués à un destin encore plus funeste. Carmel l'a admis à Cleve, justifiant son acte par le fait qu'elle voulait épargner à Neo le traumatisme de voir ses propres enfants emportés. Cleve lui a cependant rappelé que Neo a grandi là et que Carmel et les autres n'ont, en pratique, jamais vraiment tenté de la protéger. En terminant son récit, Cleve confie à Garth que les enlèvements de bêtes ténébreuses et les sordides affaires concernant les bébés humains sont vraisemblablement connectés et il pense que la magie est ce qui relie tout cela. Alicia réagit avec une expression de dégoût en entendant cela et Cleve lui demande à quoi elle pense. Elle répond que, bien qu'elle ne s'y connaisse pas beaucoup en magie, elle en sait assez sur les sorciers qui l'utilisent comme une arme. Aujourd'hui, la force des mages décide de l'issue des guerres, et le premier à les avoir amenés sur le champ de bataille fut le général Drell, de l'armée de Bollar, le même misérable qui a tué son père. Cleve est déçu de réaliser qu'Alicia est à ses côtés en raison d'une vengeance personnelle, et non pour tuer le véritable responsable du décès de son père. Elle lui répond qu'elle ne fait qu'exécuter la dernière volonté de ce dernier. Pendant ce temps, Drell mène une immense armée et une gigantesque bête d'ombre en direction de Raheim, un royaume sans roi. Les forces qui tentent de l'arrêter sont les soldats d'une autre nation humaine, mais ils sont en infériorité numérique, car ils n'ont pas assez de soldats ou de mages. Leur capitaine, Rod, sait qu'il ne pourra pas arrêter Drell avant l'arrivée des forces principales. Il est conscient que Drell vise la forge royale de Ribnia, le seul endroit au monde où des épées magiques peuvent être forgées et qui renferme le plus ancien artefact magique de l'histoire. Rod craint que si Drell et le royaume de Bollar s'emparent de la forge, leur technologie magique devienne encore plus puissante et dangereuse. Il espère donc que le royaume des Im coopérera avec Raheim pour arrêter cette avancée. Cependant, il est déjà trop tard. Ménard, le mage le plus puissant de l'armée de Bollar, s'était déjà infiltré dans Raheim pendant que Drell distrayait les forces ennemies à l'extérieur. Il a tué tous les gardes de la porte et l'a ouverte, permettant à l'armée de Drell d'entrer. Ensuite, Ménard informe Drell qu'il a déjà confirmé la mort du roi et que la princesse héritière est en sécurité, bien que hors de leur portée. Cependant, il y a un problème. Le prince, âgé de seulement 6 mois, est porté disparu depuis la destruction de la capitale et il est le seul dont le sang royal pur d'Aiden est garanti.
Ménard révèle que ses corbeaux lui ont rapporté que le prince avait été emmené par un jeune homme aux cheveux sombres et qu'un duo similaire avait été récemment aperçu se dirigeant vers le nord. Drell, impressionné par l'efficacité de son informateur, lui ordonne de retrouver le prince et de le lui amener avant qu'il ne s'empare de la capitale de Rahim.